Ah, les troubles du sommeil chez l'enfant, c'est un sujet qui revient très souvent en consultation et qui peut vraiment impacter toute la vie de famille. Derrière des symptômes qui sont parfois assez spectaculaires, il y a des mécanismes bien précis. Et on est là aujourd'hui pour les décrypter ensemble. Alors, face à un enfant qui présente un trouble du sommeil, la toute première question à se poser, elle est simple, mais elle est absolument essentielle. Est-ce qu'on a un problème de quantité, de qualité, ou est-ce qu'il se passe des choses bizarres, des événements inhabituels pendant la nuit? La réponse va vraiment orienter toute notre démarche. Pour y voir plus clair, il y a une grande distinction à faire, une distinction clé. D'un côté, on a les dysomnies. Là, on parle de l'architecture même du sommeil, la durée, la qualité, le rythme. C'est le quand et le combien. Et de l'autre côté, on a les parasomnies, qui sont des événements anormaux, des sortes d'intrus qui débarquent pendant que l'enfant dort. Là, c'est le quoi. Le combien contre le quoi, c'est vraiment ça l'idée. Allez, commençons par les dysomnies. Ici, on ne va pas parler d'événements étranges, non. On parle de la mécanique même du sommeil qui est grippée. C'est un peu comme si l'horloge interne était complètement déréglée ou que le besoin de sommeil était à la base anormal. Pour le dire très simplement, soit l'enfant ne dort pas assez, soit au contraire il dort beaucoup trop, soit il dort complètement au mauvais moment en décalé. En fait, les dysomnies, ça se décline en 3 grandes familles. D'abord, l'insomnie, que tout le monde connaît. C'est quand le sommeil est difficile à trouver ou à garder. Ensuite, on a l'hypersomnie, c'est tout l'inverse, une somnolence écrasante pendant la journée. Et enfin, les troubles du rythme circadien. Là, l'horloge biologique de l'enfant est désynchronisée avec la vie sociale. C'est typique de l'ado qui ne s'endort que très très tard le soir. Bon, passons maintenant aux parasomnies. Alors là, c'est souvent beaucoup plus spectaculaire et bien plus inquiétant pour les parents. Ce sont ces fameux visiteurs de la nuit, tous ces comportements bizarres qui peuvent survenir pendant que l'enfant dort. La définition est assez large et c'est ce qui fait un peu leur complexité. En gros, il s'agit de n'importe quel événement indésirable qui arrive pendant le sommeil. Le point crucial à comprendre, c'est que le cerveau est dans un état un peu hybride, à la fois endormi et éveillé. Et ça crée des comportements complexes dont l'enfant, le plus souvent, n'a absolument aucun souvenir le lendemain. Alors là, on arrive sur un point qui est absolument capital en pratique et qui va permettre de rassurer les parents, la différence entre une terreur nocturne et un cauchemar. La terreur nocturne, elle, survient en début de nuit, pendant le sommeil lent profond. L'enfant hurle, il a l'air terrifié, mais en réalité, il dort, il est inconsolable. Et le lendemain, amnésie totale. Le cauchemar, c'est tout l'inverse. Ça se passe en fin de nuit, pendant le sommeil des rêves, le sommeil paradoxal. L'enfant se réveille, il a peur, oui, mais il est conscient, on peut le réconforter. Et surtout, il se souvient très bien de son mauvais rêve. Bien sûr, il y a d'autres parasomnies très connues. On pense tout de suite au somnambulisme ou au bruxisme, ce fameux grincement de dents. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans l'immense majorité des cas, ce sont des phénomènes liés à la maturation du cerveau. Ils sont bénins et ils finissent par disparaître tout seuls avec l'âge. Bien, revenons un petit peu aux dysomnies, pour faire un focus sur un défi clinique majeur, la somnolence diurne excessive, ce qu'on appelle l'hypersomnie. Un enfant qui pique du nez en classe, qui est tout le temps fatigué, ça mérite vraiment une investigation approfondie. Face à une hypersomnie, on a en gros 3 diagnostics principaux à avoir en tête. D'abord, le SAOS pédiatrique, le syndrome d'apnée du sommeil. C'est très fréquent et souvent lié à une obstruction physique. Ensuite, on a la narcolepsie. Ça apparaît plutôt à l'adolescence et ça associe la somnolence à des symptômes très particuliers comme la cataplexie. Et enfin, l'hypersomnie idiopathique. Ça, c'est un diagnostic d'élimination quand on a cherché partout ailleurs et que la somnolence reste inexpliquée. Et ça, c'est un point absolument fondamental à comprendre. Contrairement à l'adulte, où c'est souvent le surpoids qui est en cause, le SAOS de l'enfant est avant tout un problème mécanique, un problème de tuyauterie si vous voulez. Les amygdales et les végétations sont tout simplement trop grosses et elles bloquent le passage de l'air pendant la nuit. La prise en charge découle donc logiquement de ça. Tout commence par un examen chez l'ORL. Si l'hypertrophie des amygdales et des végétations est confirmée, alors la chirurgie, l'adénoamygdalectomie, c'est le traitement de première ligne. Et c'est souvent radical, ça guérit le problème. La machine à pression positive continue, la PPC, elle, est plutôt réservée aux cas plus sévères ou si la chirurgie n'a pas suffi. Pour la narcolepsie, on change complètement de stratégie. Le traitement est complexe et repose sur plusieurs piliers. La base de tout, c'est une hygiène de sommeil irréprochable, avec des siestes courtes et programmées dans la journée. Pour lutter contre la somnolence, on utilise des médicaments stimulants, comme le modafinil. Et enfin, pour contrôler la cataplexie, ces pertes brutales de tonus musculaire, on peut utiliser certains antidépresseurs comme les tricycliques ou les ISRS, non pas pour une dépression, mais pour leur effet spécifique sur le sommeil paradoxal. Voilà, on a parcouru pas mal de choses. Pour terminer, essayons de résumer les points vraiment essentiels à garder en tête pour la pratique. Voici les 4 messages clés. Premièrement, la grande distinction dysomnie contre parasomnie. Deuxièmement, savoir faire la différence entre une terreur nocturne et un cauchemar, c'est la clé pour rassurer.
Troisièmement, le SAOS de l'enfant, c'est d'abord un problème ORL. Et enfin, le plus important peut-être, rassurer les familles, car la plupart des parasomnies sont des phénomènes transitoires et tout à fait bénins. Après tout ce qu'on vient de voir, la question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Quel est le trouble du sommeil que vous vous sentez maintenant prêt à aborder avec plus de confiance lors de votre prochaine consultation ?